Nous allons maintenant parler des traitements actuels, mais de la sclérose en plaques. Et tout d'abord, un sujet qui avait agité beaucoup le monde de la neurologie française et même internationale en début d'année dernière quand le Tiruco a été commercialisé, avec les différences entre le test Stratify, qui est le test un petit peu historique qu'on utilisait, et le test ImmunoWell qui est associé au Tiruco. Donc cette étude plusieurs études ont comparé les performances des deux tests, la suivante. Globalement, en fait, quand les patients sont négatifs, eh bien, ils restent négatifs et il y a une bonne concordance des deux tests. En revanche, il y a un petit groupe de patients, environ 10%, qui étaient faiblement positifs. Vous voyez, c'est ici en violet, faiblement positifs en méthode ImmunoWell, Stratify, pardon, et qui deviennent positifs en ImmunoWell. Alors que lorsqu'on les reteste en Stratify, ils restent à des taux faibles. Donc ça pose un petit peu problème. Bon, il y a des centres qui utilisent le critère négatif-négatif, donc ça pose pas trop de problème. Il y a des centres qui utilisent des faibles positifs. Et c'est vrai que nous, à Strasbourg, nous avons eu deux patients qui étaient dans cette situation et pour lequel finalement on s'est fié plutôt au test Stratify, puisque c'est le test historique pour lequel on a le calcul de l'EMP et la faible probabilité. En revanche, quand les patients sont positifs forts, généralement, il le reste. Donc, vous voyez une bonne concordance dans le négatif, une bonne concordance dans le positif, et puis un petit flou sur les faibles positifs avec ce petit risque d'erreur. On ne sait pas exactement dans quel sens, mais probablement d'une surévaluation par le test ImmunoWell, ce qui peut faire arrêter le natalizumab un petit peu par excès. Je ne vais pas vous résumer toutes les études, mais vous voyez, il y a quand même 5 posters sur ces données. Nous avons mené nous-mêmes avec Sandra Vukusic une étude française sur cette problématique qui a confirmé tout à fait cette petite discordance sur les faiblement positifs. Alors, je donne maintenant la parole à Antoine pour les registres de vraie vie, notamment sur l'efficacité des traitements d'efficacité, notamment le crélusumab. Merci Jérôme. Effectivement, cette communication regroupe une vraiment large panel de données puisque les données de la MS-Base, de l'OFSEP et du registre danois ont été poolées pour comparer l'efficacité des traitements de haute efficacité. Euh, l'ocrelizumab versus fingolimod, natalizumab et alemtuzumab. Donc, les critères de jugement pour cette comparaison étaient le taux annualisé de poussée, la progression du handicap en lien avec les séquelles de poussée, euh, la progression du handicap en lien avec le PIRA et l'amélioration du handicap. Donc, bien sûr, les différentes populations étaient rendues comparables par des scores de propension. Diapositive suivante. Donc, ce que l'on peut observer sur l'efficacité des poussées, c'est une supériorité de l'ocrelizumab versus le fingolimod. Euh, cette différence existe, mais d'une manière minime vis-à-vis du natalizumab et de l'alemtuzumab, donc sans réelle pertinence clinique. Ce qui est également intéressant d'observer, c'est que la fréquence des poussées à l'origine de séquelles est vraiment très faible sous ces traitements, et ceci indépendamment en fait, du type de traitement choisi. Ce qu'on observe également, c'est une absence de différence de ces traitements pour le contrôle du PIRA ou la réduction du handicap, ce qui montre aussi finalement les faibles efficacités sur ce paramètre de la maladie, de nos traitements de haute efficacité. Diapositive suivante. Euh, Justement, cette étude de l'équipe de Florence a essayé d'évaluer l'effet des chimiothérapies immunosuppressives qui sont administrées avant l'autogreffe de moelle sur son action sur les mécanismes de progression et en particulier le PIRA. Donc pour cela, ils ont comparé
leur cohorte de patients donc, avec une CEP agressive qui avait été traitée par autogreffe de moelle à une population appariée de patients traités par natalizumab. Les critères de comparaison donc, étaient le PIRA, mais aussi l'aggravation du handicap jugé sur l'EDSS et le NEDA. Diapositive suivante. Donc sur ce tableau, qu'on va passer assez rapidement, donc, sont comparées les caractéristiques des deux groupes avec une très bonne appariement. Diapositive suivante. Donc comme Le- comme on peut le voir hein, sur ces différents graphiques, il y a une supériorité importante de l'autogreffe de moelle par rapport au natalizumab sur la survenue de PIRA, que ce soit à 5 ans ou à 10 ans. Et ceci est également observé par rapport sur l'aggravation de l'EDSS et les séquelles après poussée. Euh, ce qui est également rapporté, c'est une probabilité plus faible des patients traités par autogreffe de moelle d'évoluer vers une forme secondairement progressive par rapport à ceux traités par natalizumab, puisque uniquement 7% contre 21% des patients ont évolué vers une forme secondairement progressive à 5 ans et 7 versus 32% à 10 ans. Euh, En termes de sécurité d'utilisation, dans cette cohorte, les données étaient relativement rassurantes. Il n'y a pas eu de décès, pas eu d'incidence plus élevée des cancers. Il y a toutefois 17% des patients qui ont développé une maladie auto-immune. Après, on connaît la lourdeur et les risques associés aux autographes de moelle. Je vais laisser la parole à Bertrand qui va nous donner des données en lien avec la sécurité d'utilisation des traitements. Merci à Antoine. Alors effectivement, j'ai sélectionné deux communications. La première sur le registre danois qui s'est intéressé au risque d'infection et d'utilisation, soit les antibiotiques, des antiviraux et des antifongiques, pour tous leurs patients traités. Et ils ont regardé traitement par traitement le risque infectieux et les risques d'utilisation en prenant comme traitement de référence le teriflunomide. Donc sur tous leurs plus de 11 000 patients traités entre 2017 et 2024, l'âge moyen à l'instauration du traitement était un petit peu tard, hein, 41 ans, pardon, et 70% des patients étaient des femmes. L'encadré en rouge sur le risque infectieux, on voit que la catégorie de traitement qui augmente nettement le risque, c'est les anti-CD20, avec un risque relatif aux alentours de 2 pour les anti-CD20, qui est plus important pour les anti-CD20 en forme IV, aux alentours de 3, que pour les anti-CD20 sous forme sous-cutanée, l'ofatumumab. Donc, premier élément, peut-être une différence entre d'un risque d'infection pour les anti-CD20 qui sont en forme IV ou en forme sous-cut. Diapositive suivante. Deuxième donnée, cette fois-ci monocentrique sur la base de Cleveland, où ils ont repris leurs 3900 patients traités. Ils les ont appariés. Ces fois-ci ne se sont intéressés qu'à l'ocrelizumab versus traitement de plateforme, diapositive suivante. Et quand on regarde le risque d'infection, alors vous avez les chiffres bruts à gauche, mais quand on regarde le nombre d'événements pour 100 patients année à droite, on voit que le risque est quasiment multiplié par 2 pour les patients sous ocrelizumab par rapport aux patients sous traitement plateforme. Donc un risque infectieux qui est certain. Diapositive suivante. Ils ont essayé de reproduire les résultats qui ont déjà été publiés, à savoir l'impact de l'âge sur ce risque infectieux, c'est-à-dire au-delà de 55 ou 60 ans. Malheureusement, ces diagrammes de gauche, ils n'ont pas réussi à montrer que l'âge était un facteur de risque de survenue des infections. Et ils ont regardé également si le fait d'avoir une hypogammaglobulinémie augmentait ce risque. Là encore, dans leur population, le résultat ne s'était pas significatif. Donc des éléments qui confirment le risque d'infection long terme des anti-CD20, peut-être un petit surrisque pour les formes IV par rapport à la forme sous-cute et un des éléments à surveiller pour nos patients.